Alors, merci Ferdinando pour l'introduction. Donc effectivement, on arrive à la dernière table ronde de cette demi-journée et on va aborder cette question des arts. Donc merci beaucoup à Zach Guimarães, à Laure Bétois et à Florent Moll d'être avec nous ici. Donc c'est vrai que les arts, sous toutes leurs formes, ont eu et ont un rôle multiple dans l'histoire de la lutte contre le VIH-Sida, que ce soit pour alerter, sensibiliser, résister, déstigmatiser ou soulager et accompagner. Et donc, Laure Bétois, qui est art-thérapeute, qui a travaillé pendant plus de 15 ans avec PVA, Florent Moll, qui a été co-commissaire de l'exposition VIH-Sida, l'épidémie n'est pas finie au MUCEM et qui est conservateur du patrimoine au MUCEM, donc Musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée, et Zach Guimarães, qui est artiste et président de PVA, voilà, vont nous partager leurs perspectives donc, sur cette question des arts. Alors pour commencer, Florent, pourriez-vous nous dire s'il y a eu des courants artistiques spécifiques qui ont lutté qui ont été actifs dans cette lutte contre le VIH-Sida. Oui, alors effectivement, c'est difficile de parler de courant artistique. Alors je parle sous le contrôle d'une art-thérapeute et d'un artiste, hein, vous me contredirez si je me trompe, mais je ne pense pas qu'on puisse parler de courant artistique au sens où on l'entend comme le symbolisme, l'impressionnisme ou le cubisme. Par contre, de plus en plus, les chercheurs parlent d'un art en sida, c'est-à-dire d'un art qui est créé dans une période qui a été marquée par l'épidémie de sida. Et l'art, comme toutes les couches de la société, en fait, ont été touchés par l'épidémie. Les artistes ont souhaité rendre compte du choc qu'a été le début de l'épidémie et rendre compte aussi des transformations, finalement, que l'épidémie peut induire chez une personne et qu'elle peut traduire avec sa propre sensibilité. Donc on ne peut pas parler d'un courant, mais on peut parler d'un art en sida qui a été transformé, fortement impacté par l'épidémie. Après, et c'est vrai que je réfléchissais à ça en regardant aussi les œuvres qui nous entourent, on peut parler quand même de certains processus qui ont été induits, je dirais, par l'épidémie de sida, notamment la question de la viralité. Voilà, comment les artistes en fait se sont saisis de cette viralité de l'épidémie pour la traduire dans des œuvres qui elles-mêmes deviennent virales. Donc voilà, on a autour de nous, et on va en discuter, je pense de toutes ces constellations qui deviennent virales parce qu'elles envahissent un peu la vision. Il y a des groupes effectivement artistiques qui étaient proches aussi de groupes activistes comme d'Act Up New York par exemple, je pense à Grand Fury ou à General ID, qui ont développé en fait cette question de la viralité en justement en envahissant l'arène médiatique ou en envahissant de leur production, en créant des images que le public était amené à voir et à être confronté à ces images. Et en fait, Act Up, si on pense à Act Up New York, mais aussi à Act Up Paris, quelque part, c'était des artistes dans le sens où ils ont utilisé le graphisme et certains codes dans leur banderole ou dans leur tract pour justement que le message devienne viral lui aussi, quoi, que effectivement la prise de position. Donc voilà, je ne pense pas qu'on puisse parler de courant, vous allez me contredire peut-être, mais je pense qu'on peut parler de prise de position, quoi. Merci. Alors parlons-en de ces constellations cellulaires. Donc Zach, c'est vous qui avez réalisé donc les deux panneaux de tissu qui nous entourent et on voit aussi votre œuvre sur l'affiche de la journée. Est-ce que vous pouvez nous dire donc, qu'est-ce que ces œuvres représentent? Quel a été le processus créatif? Alors en fait, j'ai toujours côtoyé l'art, mais mon processus par rapport à ce travail vient plutôt d'une cohabitation avec quelqu'un qui est décédé de VIH. Donc j'ai accompagné à l'époque, j'étais déjà au CHV positif, mais on ne pouvait pas trop parler autour de nous dans ces années-là. Donc j'ai accompagné un peu toutes ces analyses, je l'accompagnais un peu partout. Donc j'ai commencé à m'intéresser à ce moment-là par l'imagerie médicale. Donc il y avait des petites plaquettes, des petites choses qui sortaient, des analyses. Lui-même, il avait fait des films qui abordaient justement le corps qui commençait à se dégrader.
Et à cette époque aussi, je me positionnais aussi en disant, bon, lui, il part, peut-être je partirai après. On était dans cette urgence de vivre, on ne savait pas qui restait, qui partait. Et à travers ça, j'ai cumulé tout son travail, en fait, que j'ai gardé, que je suis interdit de le montrer aujourd'hui parce que la famille ne veut pas que je montre. Donc, il est resté avec moi, ce matériel. Et à partir de là, en regardant dans les archives beaucoup de choses qu'il a gardées, donc des documents médicaux, etc., j'ai commencé à m'intéresser par ça. Et avec l'évolution de mon virus aussi, donc quand j'ai commencé, j'ai réussi à rester à un grand moment de ma vie sans avoir besoin de prendre de médicaments. J'avais un système immunitaire qui résistait, mais à la quarantaine, ça a commencé à s'affaiblir. Et j'ai dû commencer la thérapie, qui était catastrophique au départ, donc c'était assez toxique. Et tout cela, ça m'a fait beaucoup réfléchir sur l'intérieur de mon corps. Je commençais à questionner ce que ça se passait là-dedans. Et je commençais à sortir justement de cette vision qu'on a de corps extérieur, de cette apparence, de cette façade qu'on a tout le temps. Et je commençais à dire, bon voilà, ce petit bruit-là, ceci, cela, qu'est-ce que c'est ça, etc. Et le travail de constellation cellulaire qui est relativement récente, parce que moi je viens du cinéma, documentaire, et dans les études que j'ai fait aux Beaux-Arts à l'époque, on m'avait dit ne parlez surtout pas de sida, parce que sinon tu vas devenir Monsieur Sida, ça va être l'artiste référentiel, et on va vous coller une étiquette. Donc j'ai préféré parler plutôt de ma famille dans le documentaire, etc., de questionner ma famille. Mais le travail de constellation cellulaire vient du fait que j'ai fait un voyage au Brésil, j'arrivais à Genève, j'avais beaucoup de douleurs au niveau intestinal, et on a fait des recherches, on essayait de trouver, on ne trouvait pas. Je commençais à m'angoisser avec ça, je commençais à me faire des histoires, à imaginer des choses impossibles. Et finalement, on a trouvé une spiroclète, qui est une petite bactérie assez pénible, qui donnait beaucoup de douleur. Et à partir de là, j'ai eu des images de cette petite bactérie. Et à la suite de ça, on m'a dit, on doit quand même faire une gastroscopie de ton corps, aller jusqu'en bas pour voir. Et j'ai dit, OK, dans ce cas, j'aimerais bien faire ça dans une clinique avec un chirurgien, quelqu'un qui me permet de me administrer une anesthésie progressive, que je puisse dormir progressivement avec un écran à côté et que je puisse voir le trajet de la caméra jusqu'en bas et qu'après, je récupère ces images. Et le travail est né de ça, avec une bouillotte dans ma cuisine, en train de dessiner, de gribouiller, de travailler de micro, macro. Et c'est devenu ça. Et en fait, je crois que j'ai réussi à peindre un peu ma douleur, de donner un peu de couleur et de l'apporter une certaine joie dans la souffrance, en fait. Et comme je suis aussi très critique par rapport à la vision de VIH envers nous, dans le sens où j'ai toujours eu beaucoup de peine à accepter cette image de compassion, de pitié. Je suis plutôt quelqu'un qui a vécu ça avec une certaine énergie en disant, voilà, quoi, je suis là, je viens d'une famille très modeste, c'est pas très juste que ça arrive ça à moi, donc j'ai quand même envie de vivre et je vais dépasser ça. Et à travers ça, j'ai commencé à travailler ce sujet, qui est devenu depuis 5-6 ans un sujet assez intéressant et que j'évolue à chaque jour et que j'ai eu l'opportunité d'exposer 3 ou 4 fois et que ça a été très bien reçu. Et je continue en fait dans cette notion de macro, micro, macro et j'essaie d'aller plus loin. Merci beaucoup. Donc, Laure, vous avez donc travaillé à PVA comme art thérapeute pendant plus de 15 ans, à partir des années 90. Est-ce que vous pourriez nous parler de cette expérience et quelles étaient les techniques que vous utilisiez et de quelle manière est-ce que l'art a pu aider à ce moment-là des personnes avec qui vous faisiez ces ateliers? Je suis très reconnaissante de ce que vous avez dit parce que c'est un chemin individuel et qui exprime à la fois ce no man's land où le patient est perdu avec une recherche qu'il essaye d'exprimer mais qu'il est difficile d'exprimer, et puis un aboutissement, mais que je trouve très serein
par rapport à la souffrance que chacun peut traverser, par laquelle elle traverse. Alors, moi, j'ai connu PVA par l'intermédiaire d'une patiente qui est venue me voir et qui m'a dit, qui suivait une thérapie avec moi en individuel, et puis qui a dit, mais pourquoi ne viendriez-vous pas à PVA? Et c'était il y a longtemps, parce que la trithérapie n'existait pas à l'époque, et les personnes découvraient leur maladie dans une extrême souffrance. Il faut dire que c'était un atelier hebdomadaire et que chaque semaine, on allumait une bougie pour celui qui était en train de partir ou qui était déjà parti. Et on l'accompagnait comme on pouvait. Et ces personnes étaient perdues parce qu'elles ne comprenaient pas ce qui leur arrivait. Et elles étaient considérées comme des pestiférées, dans le sens où elles étaient rejetées par leur famille, rejetées par le compagnonnage, et elles étaient extrêmement seules, et les médecins ne savaient pas non plus trop comment les aider. La trithérapie est arrivée plusieurs années après, et au début c'était assez dramatique parce que je ne savais pas non plus comment trop les faire travailler, et que c'était en opposition, leur expression artistique était en opposition avec ce que j'enseignais en parallèle, parce que j'ai fondé une formation en art-thérapie à Genève qui s'appelle Artea, et je n'enseignais pas ça, j'enseignais des travaux qui avaient un sens profond, et là je n'avais comme expression que de la détresse, et comment apporter un peu de lumière à ces personnes. Voilà, ça c'est ce qui pouvait s'exprimer, mais sans cette lumière. Vous nous avez amené donc des ouvrages. C'est des ouvrages d'œuvres qui ont été faites justement durant vos ateliers. Oui, alors j'ai fini par leur proposer d'exprimer cette détresse et d'exprimer le virus. Comment est-ce que vous le voyez en vous? Donc c'était un petit peu, ça rejoint ce que vous disiez. Et en fait, petit à petit, je me suis rendu compte que ces personnes, à l'intérieur d'elles, sous cet amas de négativité, il y avait toujours un noyau de santé. Quel est-il, ce noyau de santé? Quel est-il, ce noyau intact que chaque individu porte en lui, quel que soit son état psychique et physique? Et dans cette immunité qui était atteinte, eh bien, ces personnes étaient aussi touchées dans leur immunité psychique. Elles avaient perdu cette immunité psychique, elles avaient perdu cette verticalité qui nous permet d'aller de l'avant. Alors, j'ai cherché à donner un sens à leur expression et je leur ai demandé d'apporter un petit peu de lumière. Mais finalement, moi, j'étais plutôt silencieuse. C'était ces personnes-là qui s'exprimaient. Et c'était, dans le cadre de l'atelier, j'essayais individuellement de leur proposer d'apporter un petit peu de lumière. Et donc justement, dans cette... c'est ce qui s'est passé par exemple, dans cette image, qui est très sombre au départ et qui était toute noire. Et comment est-ce qu'on fait pour apporter de la lumière? Et peu à peu, lentement, on a fini par aboutir à quelque chose de plus créatif et de plus positif, où enfin les couleurs rayonnaient. Mais ça a été très long. Et cette immunité psychique était toute à reconstruire. Et ça s'est fait plus ou moins quand ces personnes ont repris confiance en elles. Donc, peu à peu, on a pu cheminer ensemble. Mais il fallait dire qu'à l'époque, quand il y avait ce désarroi où rien n'était possible, et lorsque la trithérapie est arrivée, eh bien pour certains d'entre eux, c'était une question de 20 cachets 3 fois par jour, parce que les intestins se déglinguaient, le système cardiovasculaire n'allait plus, le système
moteur même, la dermatologie, tout était détraqué aussi par le VIH, mais aussi par les médicaments, après avec la trithérapie. Donc comment apporter un certain espoir? Et ces personnes qui se sentaient contagieuses en plus, qui n'osaient pas, elles disaient que est-ce que rien que le fait de te toucher, ou est-ce que si tu prends le même verre que moi, ou si je te côtoie et que je t'embrasse, elles ne savaient plus quelle attitude avoir. Et même après, lorsqu'elles prenaient la trithérapie, elles avaient ce même désarroi. Il a fallu soutenir, atelier après atelier, une ignorance que je partageais, mais aussi cette détresse qui était chronique, et comment l'aider. Et l'art est tellement thérapeutique, que ce soit la créativité, que ce soit l'artiste libre, que ce soit en collectivité, c'est fondamentalement thérapeutique. Et finalement, en ayant une écoute très individuelle de chacun des participants et en les accompagnant individuellement dans le groupe, ils se sont soutenus mutuellement, elles se sont soutenues, elles et ils se sont soutenus, et ils ont peu à peu pu cheminer et puis aussi dialoguer entre eux. Et ça, c'est comme si ils avaient fait une sorte de thérapie collective par une profonde entraide, et c'est là qu'ils ont commencé à prendre, grâce à PVA, avoir des dialogues entre eux, venir plus tôt à l'atelier, converser et recevoir un soutien. Merci beaucoup Laure pour ce témoignage, mais qui est profondément touchant. Et vous parliez aussi de mémoire et de reconnaissance, que à travers vos ateliers, vous abordiez cette question de mémoire et de reconnaissance, mais à travers aussi ces publications, par le biais aussi d'expositions que vous avez pu faire de ces travaux. Est-ce que vous aimeriez ajouter quelque chose là-dessus ? Oui, c'était tellement important qu'ils aient une reconnaissance puisqu'ils avaient perdu les leurs, et que cette reconnaissance, c'est ça qui leur éveillait une lumière entre eux. Donc l'organisation des expositions dans plusieurs salles, et ça c'était Pierre Alain Terrier à l'époque qui organisait ça, et ces publications. Alors ces publications, ce sont de magnifiques ouvrages que PVA a subventionnés. Il y a lu celui-là, il y a lu un autre avec des poèmes qui sont des témoignages. Et ça, Et puis il y a Jean-Marie aussi qui nous a quittés, qui a mis fin à ses jours tout récemment, et que j'ai suivi aussi pendant 35 ans. Et tous ces témoignages, c'est la trace de l'éternité dans l'humanité, de ce qui s'est passé dans ces groupes, bien au-delà des ateliers. Et j'ai beaucoup de gratitude par rapport à PVA parce que l'art les a aidés, bien sûr, mais le fait de cette organisation que PVA a faite de façon à ce qu'on puisse exposer les travaux de ces personnes, et le fait de trouver un sens à toute cette souffrance, mais aussi à une forme de réconciliation et de résilience pour certains. Merci. Florent, est-ce qu'on pourrait revenir sur l'exposition, ou plutôt, est-ce que vous pourriez nous parler de l'exposition du MUSEM, donc VIH, SIDA, l'épidémie n'est pas finie, comment celle-ci s'est construite, et justement aussi on a abordé cette question de la mémoire et finalement de certains objets qui entrent dans le musée, et toute cette question de la muséalisation de ce qui entre. Bien sûr. Alors c'est vrai que moi, j'ai pas abordé finalement l'art en SIDA comme vous l'avez abordé en tant que thérapeute. Moi, je suis ni thérapeute ni militant, mais conservateur du patrimoine. Donc, je travaille dans un musée national, le MUSEM, qui est basé à Marseille, un musée national français. Et on a souhaité effectivement ouvrir une exposition qui s'est appelée VIH/SIDA, l'épidémie n'est pas finie. Donc, pour rappeler aussi l'actualité de l'épidémie. Donc, qui s'est ouverte l'année dernière, en décembre 2021, qui a fermé ses portes en mai 2022.
Et la volonté en fait de cette exposition partait de la collection existante, puisque c'est le seul musée, un des seuls musées en France, et c'est sûr le seul musée national qui a une collection aussi importante relative à l'épidémie de VIH/SIDA, puisqu'elle a été constituée par 2 chercheurs dans les années 2000 qui ont en fait engrangé une somme d'archives assez impressionnante. On parle de 12 000 items en fait dans le musée. Donc même à l'échelle européenne, en fait, c'est une des plus grandes collections liées à l'histoire du VIH/SIDA. Et petit aparté, elle est quand même relativement ancienne, enfin elle est relativement récente plutôt, pardon, cette collection, c'est-à-dire qu'elle a été constituée dans les années 2000, alors qu'on sait que l'épidémie, voilà, le virus a été identifié en 83, l'épidémie elle est connue depuis 81, donc c'est assez tard en fait que les institutions se sont emparées de cette question pour pouvoir faire une place dans la mémoire collective et nationale en France au VIH/SIDA. Je trouve que c'est assez significatif, et il a fallu attendre 2021 pour qu'il y ait une exposition à l'échelle nationale sur cette histoire. Donc voilà, et ça, je pense que cette histoire-là dit beaucoup aussi de la manière dont les institutions s'emparent de la mémoire. Et voilà, il a fallu passer par différentes phases de déni, de silence, pour arriver aujourd'hui à la possibilité pour une institution nationale de s'emparer d'une telle problématique et d'en parler, et de parler des phénomènes de discrimination, d'inégalité face à la santé, etc. Donc nous, ce qu'on a souhaité faire, on a commencé à travailler sur ce sujet en 2017. Et en fait, on s'est dit très tôt, en tant que professionnel du patrimoine, qu'on ne pouvait pas travailler sans les personnes concernées. Donc ça m'a beaucoup intéressé ce qui a été dit aussi ce matin sur la recherche communautaire. C'est assez intéressant de voir que la recherche communautaire mise en place par les personnes vivant avec le VIH depuis 1983 avec les principes de Denver, et puis disons comment dire, immergée, je dirais, ou en tout cas a eu un impact sur la manière dont la médecine s'est constituée avec le rapport soignant-soigné, mais a un impact aujourd'hui sur la manière dont les musées aussi fonctionnent. C'est-à-dire que nous, on s'est dit, voilà, on ne peut pas parler du sida sans les personnes concernées. Donc on a constitué ce qu'on a appelé un comité de suivi, donc un groupe de personnes concernées à différents titres par l'épidémie de VIH/SIDA. C'était des personnes vivant avec le VIH, mais aussi des soignants, aussi des chercheurs, des militants, des associatifs et des artistes qui nous ont accompagnés pendant 5 ans. On a mis 5 ans pour faire cette exposition, à différentes étapes du projet, pour choisir les œuvres et les objets qui seront montrés, pour choisir quel sera le propos, quel a été le propos, et enfin voilà, on a vraiment parlé ensemble de toutes les étapes qui constituent la conception d'une exposition. Voilà, c'est une exposition assez importante de manière spatiale, puisqu'elle s'est déroulée sur plus de 1000 mètres carrés. Donc c'était une grosse exposition temporaire dans un grand musée national français. Donc c'est aussi en fait inédit de travailler comme ça, c'est-à-dire que généralement dans les musées, les conservateurs travaillent seuls sur un sujet qui les intéresse, et ils ont l'autorité pour pouvoir parler à partir de collections. Donc là, c'était aussi cette idée-là, c'était de questionner cette place, cette autorité, et de travailler. Voilà, on a travaillé avec 150 personnes en fait. Donc ça a été un long cheminement, et effectivement, toutes les personnes intéressées, concernées, nous ont accompagnés. Donc je ne sais pas si vous voulez que je développe davantage, mais ça a été une longue aventure, donc je pourrais en parler à des heures. Non, mais je vais essayer de me restreindre un peu. Mais peut-être que vous pourriez nous dire ce qui a été exposé finalement dans cette exposition. Donc, il y a eu des œuvres d'art, mais il y avait surtout aussi beaucoup d'archives, d'objets. Oui, oui. Un patchwork, peut-être qu'on peut faire le lien comme ça aussi avec des photos qu'on voit dans l'exposition PVA. Alors, ce qui a été exposé, donc c'était beaucoup lié à la collection qu'on conservait, donc qui sont beaucoup des archives militantes, des tracts, des affiches, des productions de la part d'associations. D'ailleurs, PVA Genève, je crois, a donné aussi au MUSEM. Donc, il me semble qu'on a exposé une affiche genevoise, par exemple, mais des préservatifs, un tas de matériel militant. On a aussi exposé différents objets qui nous ont été apportés par les personnes concernées avec lesquelles on a travaillé, et on leur a laissé la possibilité de s'exprimer dans l'exposition à travers des textes, donc des cartels qu'ils ont eux-mêmes rédigés pour pouvoir rendre compte de l'aspect sensible de l'objet
qu'il nous donnait. Mais voilà, je vais essayer de rendre ça un peu plus concret. Par exemple, il y a une personne qui nous a apporté une petite pièce comme ça, et on s'est dit, ok, comment on va exposer une pièce qui semblait très importante pour la personne. Donc elle nous a raconté son témoignage, que je vais vous raconter là en quelques mots. Cette personne apprend sa séropositivité en 87, je crois, et décide de partir à New York parce qu'elle pense qu'elle va finir ses jours dans les mois qui viennent. Et New York, c'est la ville qu'elle aime, c'est la ville qui l'a fait rêver, donc elle part à New York. À New York, elle prend le métro, et à l'époque, c'était des jetons pour prendre le métro sur lesquels il était marqué en anglais « Bon pour un voyage », ce qui correspondait vraiment en fait à je dirais, l'état d'esprit dans lequel cette personne-là se trouvait, voilà, avec un aller simple pour New York. Et à New York, elle rencontre, elle fait partie, elle se rend dans les réunions d'ACT UP New York. Et elle dira plus tard que finalement, ACT UP, ça a été le meilleur antirétroviral, les meilleurs antirétroviraux qu'elle a pu trouver. Cette personne rentre en France en 89, fait partie d'ACT UP Paris, dont elle deviendra président. Donc c'est Christophe Martin, en fait, pour les personnes qui le connaissent. Christophe Martin deviendra président d'ACT UP Paris. Il a été connu pour prendre la parole de manière très virulente vis-à-vis du ministre de la Santé, Douste Blazy, en 96. Et il était en 2018 avec nous pour pouvoir parler et montrer son témoignage. Et donc du coup on s'est dit, mais effectivement cette pièce il faut absolument la montrer, et il faut absolument que Christophe écrive un texte, ne serait-ce que l'écrire et le dire aussi quand l'exposition sera ouverte. Et ce texte-là pouvait être amené par les visiteurs, en fait il pouvait être détaché du mur, et les visiteurs pouvaient partir avec lui, toujours dans cette idée de viralité aussi. Et on a demandé à une quinzaine de personnes d'écrire des textes vis-à-vis d'objets très spécifiques. Et on a effectivement aussi produit des films. Alors là, en l'occurrence, c'est les personnes concernées elles-mêmes, puisque dans le groupe avec lequel on a travaillé, il y avait des réalisateurs, donc des personnes concernées elles-mêmes qui ont réalisé des films qu'on a montrés, principalement des témoignages, mais on leur a vraiment laissé la carte blanche pour s'exprimer et choisir la manière dont ils voulaient être représentés. Et on a effectivement travaillé avec des artistes et des photographes qui ont choisi eux-mêmes la manière dont ils voulaient être représentés, parce que c'est ça en fait la question d'une exposition, c'est comment on représente la parole des personnes concernées. Et effectivement, pour finir, mais je vous invite, moi aussi, je montre quelques ouvrages à feuilleter le catalogue de l'exposition si vous ne l'avez pas lu. Je crois qu'il y a un exemplaire aussi sur le stand, sur la table, sur le stand libre. Et donc un dernier objet qu'on a exposé, c'est effectivement un kilt, un patchwork des noms. Je ne sais pas si vous dites patchwork des noms en Suisse, parce que c'est très français, mais ok. Parce qu'ailleurs dans le monde, on parle de bloc ou de kilt du Names Project, donc du projet des noms, qui est un mouvement planétaire. Et là, c'est intéressant parce que j'y pensais tout à l'heure quand vous parliez de cheminement collectif et de manière de relier par l'art des histoires individuelles. Et effectivement, le patchwork, c'est ça. C'est-à-dire que tout le monde sait ce que c'est qu'un patchwork, j'imagine, dans cette salle, mais c'est effectivement des panneaux textiles qui sont réalisés par des accompagnants en hommage d'une personne décédée du VIH-Sida. Et ces panneaux qui font tous 90 cm sur 1,80 m, qui est la taille d'un cercueil, sont là pour rendre hommage et commémorer cette personne-là, et sont brodés, cousus, avec d'autres panneaux. Donc 8 panneaux forment un bloc, un carré. Et bon là, on va peut-être aborder une autre facette, mais effectivement, il y a un bloc qui a été donné au MUSEM. Et ça nous a un peu surpris parce que, en fait, le MUSEM avait développé une histoire assez forte avec l'association du patchwork des noms français depuis les années 90, mais l'association française avait toujours dit au musée: on ne vous donnera pas les patchworks tant que l'épidémie n'est pas terminée, parce qu'on les déploie chaque 1er décembre et à d'autres moments. Et là, ce n'est pas l'association française, mais c'est l'association néerlandaise qui nous a donné un bloc, parce qu'ils sont dans un autre état d'esprit, je dirais, étant donné la chronicisation de la maladie. En fait, finalement, aux Pays-Bas, les patchworks sont de moins en moins déployés, et l'association se tourne de plus en plus vers les structures muséales pour déposer les patchworks auprès des musées. Mais l'association néerlandaise nous a demandé de
créer un événement, de déployer justement ce carré dans l'espace public et de faire en sorte que le musée devienne en fait un acteur quelque part de la lutte contre le sida, ce qu'on a fait en 2019. C'était un moment extrêmement important et émouvant pour le processus de conception de l'exposition, mais effectivement, je pense qu'il y a quelque chose qui nous relie entre musée et finalement art-thérapie à travers cet objet qui est le patchwork des noms, qui oblige, je pense, les musées à prendre en compte les personnes qui ont conçu ces panneaux et les personnes qu'elles commémorent, puisque ce sont des objets extrêmement puissants et je dirais très, très forts, très chargés, ouais. Voilà, bien sûr. Merci Florent, je pense qu'on n'a plus beaucoup de temps. J'aimerais néanmoins quand même poser encore une question à Zach, puisqu'on a parlé d'histoire mais individuelle, d'histoire collective, de mémoire individuelle et collective. Zach, votre travail artistique donc, est parti de quelque chose d'individuel, mais comment est-ce que tout d'un coup ce travail devient aussi collectif ? Justement, ma grande crainte, c'était justement de tomber dans un travail trop personnel et trop connoté, et aussi de rentrer dans une sorte de... J'ai toujours peur de voyeurisme par rapport au HIV, hein, donc c'est quelque chose qui m'a toujours effrayé. Je crois que j'ai vu beaucoup de ça dans les années 90. Et je suis assez content de ce travail parce que je trouve qu'il est très ouvert. Et si les gens ne connaissent pas mon histoire, constellation cellulaire, ça peut aller dans tellement de sens. Donc il y a un côté un peu cosmique là. Si on ne connaît pas l'histoire, bien sûr, j'ai aucun problème de parler que ça vient de mon expérience personnelle, mais je suis dans une phase artistique aujourd'hui où je me pose beaucoup la question où va ce travail, dans quelle direction il ira, comment on appelle le donner une identité. C'est cette impasse entre je ne veux pas me dissocier parce qu'aujourd'hui on peut parler de VIH. Je ne suis plus dans les années 90 où on devait tout cacher, etc. Mes travaux de cinéma, par exemple, aux Beaux-Arts à Genève, j'ai plutôt parlé de ma famille, je allais plutôt questionner mes racines parce que justement, j'avais fait une exposition à Genève, Les Mondes du Sida à l'époque. Et c'était terrible parce qu'après, je me suis, avec 15 000 personnes qui voulaient que je parle que de sida, et je me suis senti complètement suffoqué par cette idée de que je devais être le représentant, le mec qui est Monsieur Sida. Donc, ça m'avait beaucoup dérangé. Donc, les années sont passées. J'arrive à ce résultat aujourd'hui que j'aime beaucoup. Et voilà, quoi. J'ai envie que ce travail reste ouvert, mais en même temps, je suis dans cette ambiguïté d'un travail qui reste ouvert, mais qui en même temps raconte mon histoire. Parce que quelque part, voilà, quoi, c'est mes entrailles, ça vient de l'intérieur de moi. Et j'ai envie de continuer dans cette quête. Là, depuis un certain temps, j'étais diagnostiqué apnéique, on peut dire comme ça. Je fais l'apnée du sommeil. Donc, j'ai dormi 2 fois dans une clinique. Et j'étais intrigué par toutes ces machines, toutes ces choses, tous ces trucs qu'on met sur nous, etc. Et j'ai demandé le matériel, j'ai obtenu le matériel qui est assez spectral, c'est assez fantomatique, etc. Et comme pendant toute cette période d'apnée, que je ne sais pas si c'était survenu par rapport aux angoisses de Covid, ou si c'est quelque chose, on est en train de chercher encore par rapport à ma famille, par rapport à la mort de mon père et de ma mère, qui sont morts d'une manière un peu brutale. Selon les médecins, ça pourrait venir d'une apnée qui venait de là. J'ai ce matériel et j'ai enregistré pendant 1 an, écrit, enregistré, quand ça a été trop horrible, les cauchemars, qu'apparemment c'est une conséquence de l'apnée, donc le cerveau n'est pas aéré. Donc on se réveille brusquement au milieu d'un sommeil profond et c'est ce rêve, ce cauchemar trop réaliste qui nous réveille. Donc j'ai enregistré le soir et j'ai aussi noté tous ces rêves et cauchemars parce qu'il y en a qui sont très fous, très oniriques et d'autres qui sont complètement absurdes et effrayants. Et l'idée maintenant, c'est de transformer ça dans un travail. Donc moi je suis toujours dans cette recherche de travailler avec mon corps et avec mes expériences, même dans mon cinéma. Et l'idée maintenant, c'est de réorganiser tous ces rêves et tous ces cauchemars qui sont là, parce que ça me perturbe encore et on n'a pas encore trouvé la solution, même avec le masque, pour que j'arrive à dormir correctement.
c'est de transformer ces frayeurs et ces peurs, comme c'était pour le cas de cette bactérie, en travail artistique et le rendre beau, le rendre lumineux, le rendre joyeux, c'est possible. Donc voilà, c'est ma prochaine étape maintenant, en parallèle avec le travail de constellation cellulaire. Merci. Est-ce qu'on ouvre les questions au public? Est-ce qu'il y a des questions? Je voudrais juste ajouter que c'est un témoignage intéressant parce qu'il y a un moment où on arrive à un stade où pour pouvoir procéder à une résilience de sa souffrance, il faut s'écouter, mais il faut aussi être écouté. Et c'est dans cette écoute et ce partage ensuite, et là vous avez atteint ce stade de partage, qu'est-ce que je vais faire de toute cette souffrance, mais qu'est-ce que je vais faire de mon art? Comme ma bactérie, il va falloir que quelque chose se passe. Et là, c'est un stade en art-thérapie où l'expression peut prendre un sens profond. On n'exprime pas uniquement sa souffrance et sa détresse et son désarroi, mais on devient créateur de soi-même pour procéder à cette résilience. Et c'est un stade qu'il ne faut pas manquer. Zach, tu as même eu un moment d'art-thérapie tout privé, mais public en même temps. Alors, il semblerait qu'il n'y a pas trop de questions, mais j'invite donc Rocco aussi à rejoindre parce qu'on va vers la fin de cette matinée. Merci beaucoup, donc, Pauline Guay, d'avoir modéré cette table ronde. Je pense que vous avez bien, quelque part, donné à résumer cette matinée. D'une part, avec l'exemple du patchwork qui vous était donné au musée, mais que malheureusement on n'a pas approfondi, on a un peu un questionnement qui restera encore ouvert. De quelle manière les institutions doivent donner place à l'histoire du VIH-Sida afin de sensibiliser, mais en même temps, comment aussi respecter toute cette mémoire, tous ces vécus personnels qui ont été si beaux et si de manière émouvante partagés aujourd'hui. Donc merci. Merci aussi à Zach parce que l'affiche, une des voix de ta collection cellulaire a été l'affiche, a été ce pont avec l'Académie. Et c'était ça un peu le but de cette matinée. Et au cela, donc, je tiens fortement à remercier tous les membres de PVA Genève, notamment Rocco, pour cette magnifique collaboration. Et je te laisse la parole avant pour les suites de cette belle journée. On remercie aussi à la Fondation Charlemagne pour tout le travail que vous avez fait, tous les engagements que vous êtes avec nous. Exactement, c'est ça, c'est mon tour, au nom de l'association PVA Genève, de remercier les centres Maurice Charlemagne, en particulier Ferdinando, Messi, Lauriane, Aïcha et la présidente, ta collègue qui est partie, comment ça s'appelle? Bruno, le professeur. La professeure qui est partie, la première partie, qui nous a dit la première partie qui est partie. J'ai un problème avec les prénoms. Elle est à côté. Alexandra Calvi, peut-être, non, la professeure, non. Qui nous a aidé au tout début pour... Tu vas le conseiller. J'ai un problème avec les prénoms, mais à côté de Lauriane, sur la droite, il y a Bénédicte. Bénédicte, exactement. Parce qu'il faut aussi remercier Bénédicte du Centre Maurice, qui n'est plus au Centre Maurice Charlemagne, mais qui était au début de la construction de cette matinée. Et nous avons aussi un patchwork à PVA. En réalité, je crois qu'on en a deux même. On en a deux à PVA. Ça sera l'occasion l'année prochaine probablement de les sortir. Et puis, on en parlait justement avec Candy, tous ces archives qu'on a, effectivement, il faudra aussi les donner à un musée pour que cette mémoire ne soit pas perdue. Je remercie donc vivement et de manière exceptionnelle Ferdinand et le Centre Maurice Charlemagne pour cette belle matinée. Je prends du temps en parlant parce qu'il y a cette équipe merveilleuse derrière vous de PVA qui est en train de dresser un buffet qui était préparé par les mains des cuisinières et des cuisiniers de PVA Genève. Chaque lundi soir, nous avons un repas du lundi ouvert à tout le monde et à midi, vous pouvez apprécier et goûter ça. Vous êtes sûrement au courant du programme, donc il va y avoir la cérémonie à la cathédrale à 18h30. Après, on va dans un espace, il faut aussi se dire, notamment pour vous qui venez de Marseille, Genève, elle est connue pour sa culture aussi calviniste protestante. Donc le fait d'être dans l'espace public avec des flambeaux comme on le fera ce soir, c'est quelque chose quand même que c'est pas si répandu que ça. Nous, on le fera pour rappeler la mémoire et ensuite
il y aura un dîner convivial ainsi qu'un moment de musique. Et peut-être, Rocco, juste pour terminer, pour aller aussi au moment donc, du déjeuner, ce serait bien si tu nous dis un tout petit mot sur tous ces grands moments fondamentaux de partage au sein de votre association. Donc les ateliers, les moments des dîners du lundi, et c'est ça aussi en quelque part que ça crée cette fameuse communauté qu'elle est revenue comme terme plusieurs fois. Donc, Absolument. Moi, je dis toujours que PVA, c'est le portrait de celle qui devrait être la société, parce que c'est un miracle que s'accomplisse dans notre association, parce que tout d'un coup, des personnes d'origine culturelle complètement différente, avec orientation sexuelle complètement différente, avec identité des genres qui vont à travers tous les spectres, avec des cultures et des origines de toutes les parties du monde, ils se retrouvent à table sans jugement, sans préjugés, sans clichés. Et voilà qu'ils se retrouvent sur la base d'un minimum commun dénominateur, que c'est ce virus dont on a parlé et toutes ses conséquences négatives. Et ma foi, une conséquence probablement positive qu'on peut trouver, c'est avoir créé cette micro-société dans laquelle le non-jugement, c'est les valeurs primordiales. PVA Genève, c'est un groupe de paroles tous les jours dans notre lieu d'accueil, de 14h à 18h. Enfin, on avait des groupes de paroles spécifiques. Moi, j'aime bien dire que PVA, quand on rentre à PVA, on est déjà dans un groupe de paroles, parce qu'une association de pairs, c'est beau ça. C'est une association dans laquelle on peut trouver des renseignements auprès de quelqu'un qui vit notre même vécu et qui peut nous aider, peut nous donner des tuyaux. Nous avons un repas chaque lundi soir. C'est toujours un membre de l'association qui fait manger pour tous les autres. Tous les mardis après-midi, Laure le disait bien, ça fait bientôt 30 ans, que tous les mardis après-midi, il y a un atelier de peinture thérapeutique. Les jeudis après-midi, Candy, elle est là avec les services sociaux pour nos membres. Et nous avons aussi un atelier tricot avec les tricoteuses du cœur, l'association des grands-mères du Paqui. On aime beaucoup justement les patchwork, justement, il est fait. Je dis toujours qu'à PVA, quand on toque à la porte de PVA, je l'appelle plutôt, je dis toujours que devant les bureaux, on ne devrait pas mettre bureau de PVA, mais on devrait mettre plutôt bureau des miracles. Parce que c'est des miracles parfois que nos membres nous demandent, que ça peut être du travail, ça peut être du logement, ça peut être des traitements, ça peut être un avocat. Nous, on a très peu de moyens, mais une chose qu'on sait faire, c'est se débrouiller avec des petites choses et essayer toujours de faire sortir la personne de notre local avec une réponse, ou au moins la personne à qui elle est posée la question, la bonne personne. Voilà. Donc, merci encore. Et puis, je pense que le buffet est ouvert. Donc, bon appétit à tout le monde. Et merci, Ferdinando. Notre président veut dire un petit mot. Je vous rappelle juste à 18h30 à la cathédrale Saint-Pierre la cérémonie interreligieuse. À 19h30 depuis la cathédrale, juste ici, la marche au flambeau. Et à 20h30, le dîner convivial. Je remercie tout le monde. Laissez-moi remercier aussi l'iceberg qui nous a fourni le mobilier en manière gracieuse. Et je passe la parole juste à notre président, Zach. Peut-être déjà parlé, peut-être je me répète, mais c'est juste pour dire aussi que depuis un certain temps, on a aussi décidé à chaque dernier vendredi de mois, on a créé un petit groupe qui s'appelle Plus qu'un apéro, qui c'est un groupe, notre association est très ouverte, comme vous avez entendu, mais on a créé quand même un événement précis pour les séropos. Donc ça veut dire on se rejoint chaque dernier vendredi de mois et où on parle de tout et de rien. Et dans ces discussions, bien sûr, on en parle aussi du rapport avec les médecins, le rapport avec les médicaments, d'autres questions personnelles, mais c'est très ouvert en fait. Et ouais, c'est un moment où on échange nos expériences, nos vécus et surtout nos petits bobos de santé. Hein. Voilà.